Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fédération, à l'APEDIS pour cette invitation, pour cette manifestation. Je remercie également, j'ai un petit clin d'œil aux associations APEDIS de la région qui sont présentes et à toutes les familles. Alors, c'est mal poli, je suis le premier à prendre la parole, je laisserai la parole à Sabine ensuite. On s'est organisé comme ça. Et on va effectivement respecter le temps de parole pour que les choses se passent le mieux possible. Donc, moi, je vais vous faire une petite introduction très rapide, conformément à ce qu'on avait imaginé avec les bénévoles de l'association. Et comme l'a dit Mme Jouglin, pour arriver au mieux sur la présentation du parcours de santé que va vous exposer Sabine juste après. Alors, les troubles 10 au sein des troubles du neurodéveloppement, de quoi on parle, hein. C'est important de repréciser un petit peu les choses, puisque la question de la terminologie, des critères de diagnostic est souvent l'un des premiers problèmes auxquels sont confrontés les familles, les enfants bien sûr, mais aussi leurs familles, leurs parents. Donc ça me paraissait important de repréciser un petit peu les choses. Donc un trouble 10, hein, c'est un petit peu le raccourci qu'on utilise en France depuis quelques années maintenant. Trouble 10 veut dire dysfonctionnement, on va dire ça comme ça, du développement cognitif, développement psychologique. Et il y a deux notions qui me paraissent très importantes à rappeler. Le fait que ces difficultés sont précoces, ce qui sous-entend qu'on peut les repérer précocement si on fait bien notre travail, nous, en tant que personnel de santé, et que ces difficultés sont durables. D'ailleurs, cette notion de durée, de persistance des troubles, elle est devenue le premier critère de jugement dans les dernières classifications internationales sur les troubles d'apprentissage. C'est vraiment ce caractère persistant qui est mis en avant et qui doit absolument être recherché. Alors, c'est un ensemble hétérogène de manifestations qui sont plus ou moins spécifiques. Alors, le terme spécifique, on l'utilise encore beaucoup en France, on l'utilise beaucoup moins maintenant dans les classifications. Il a même quasiment disparu pour certains troubles 10, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, mais je vous dirai quelques mots après là-dessus, puisque ça contribue aussi parfois au flou qui existe dans le repérage. Donc, trouble spécifique, ça veut quand même dire que ça concerne plutôt un aspect du développement cognitif plutôt qu'un autre. C'est les fameux troubles 10, effectivement, dont les associations font tout ce travail auprès des familles. Les troubles du langage oral, ce qu'on appelle communément la dysphasie, les troubles plutôt d'apprentissage qui concernent plutôt la lecture, l'orthographe ou l'écriture, et puis le calcul, on appelle aussi dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, qui sont d'ailleurs désormais regroupés dans les dernières classifications. Les troubles du geste, des praxies, donc tout ce qui va concerner ce qu'on appelle maintenant le trouble développemental de la coordination, mais qui renvoie peu ou prou aux dyspraxies. Et puis aussi l'attention, les fonctions exécutives, donc d'autres domaines encore des apprentissages, on va dire, qui sont peut-être un peu plus transversaux, la capacité de l'enfant à se concentrer, à se mobiliser, à s'organiser, à contrôler ses émotions aussi, et qui peut renvoyer à ce qu'on appelle le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors les causes des troubles 10 aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on connaît la cause, puisque la cause est inconnue, même s'il y a un certain nombre d'hypothèses sérieuses qui sont envisagées. Ce qu'on sait par contre, c'est ce que ça n'est pas. Et c'est souvent donc un diagnostic qui se fait par exclusion, et c'est très important parce que souvent les enfants, d'abord les enfants, puis les familles peuvent être victimes de confusion et parfois d'errance diagnostique quand les choses ne sont pas clairement identifiées rapidement. Donc, ce n'est pas un trouble sensoriel, ce n'est pas un problème d'audition ou de vue, ce n'est pas un problème non plus d'intelligence. Je pense que les choses ont beaucoup bougé là-dessus depuis quelques années. Maintenant, on est capable de le revendiquer beaucoup plus clairement. Ce n'est pas non plus un problème neurologique identifié ou génétique, une lésion cérébrale, un accident vasculaire, une maladie génétique identifiée. Ce n'est pas non plus un trouble psychopathologique, des enfants qui présenteraient des troubles entre guillemets psychiatriques. Et puis, ce n'est pas non plus un problème d'environnement.
En tout cas, de manière exclusive, ce n'est pas un environnement défaillant qui va venir expliquer ces difficultés. Ce qu'on sait, c'est que ces enfants, quel que soit le type de trouble 10, ont un développement cérébral atypique, en particulier dans les zones du cerveau dont on sait qu'elles sont aujourd'hui clairement impliquées dans le langage oral, la lecture, l'écriture, enfin tous les domaines que j'ai évoqués juste avant. Il n'y a pas de marqueur biologique aujourd'hui, peut-être il y en aura dans quelques années, mais aujourd'hui il n'y a pas de marqueur biologique qui permet, par une prise de sang, un scanner, un IRM, d'identifier et de poser ce diagnostic. Par contre, on sait qu'il y a une étiologie plurifactorielle et aujourd'hui, les différents travaux scientifiques permettent de dire qu'il existe des facteurs de risque et des facteurs protecteurs, comme dans beaucoup d'autres contextes en médecine, en particulier des facteurs génétiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a identifié le gène de la dysphasie ou de la dyslexie, on sait qu'il y a un certain nombre de gènes et de locus qui sont identifiés, qui varient d'un enfant à l'autre, et puis des facteurs environnementaux qui peuvent contribuer à l'expression ou la manifestation de ces difficultés. Alors, depuis quelques années, selon les dernières évolutions des classifications internationales, qu'elles soient américaines ou européennes, pour les deux principales, notamment en lien avec l'Organisation mondiale de la santé, on parle beaucoup de troubles du neurodéveloppement. Sabine va vous en reparler aussi un petit peu après, mais les troubles du neurodéveloppement sont une entité qui est désormais assez bien identifiée, y compris en France, et au sein desquels on retrouve les fameux troubles 10 dont on parle aujourd'hui, et qu'on regroupe souvent aussi sous l'appellation, si je réfère à la Haute Autorité de Santé et au dernier rapport de 2017, aux troubles spécifiques du développement et des apprentissages. Donc on va retrouver ce que j'évoquais tout à l'heure, les troubles du langage, donc la dysphasie, qu'on appelle aussi plus souvent maintenant trouble développemental du langage, et qui est regroupé au sein des troubles de la communication, ce qui n'est d'ailleurs pas une très bonne idée, puisque on sait que les enfants dysphasiques n'ont pas de problème de communication en tant que tel. Mais bon, troubles du langage, c'est pour ça que j'ai mis troubles du langage et pas troubles de la communication. Les troubles spécifiques d'apprentissage, lecture, écriture, calcul, les troubles du geste, les dyspraxiques, et puis le TDAH. Puis vous avez deux autres entités que vous connaissez sans doute, qui renvoient plutôt aux troubles du spectre autistique et au handicap intellectuel. Alors, est-ce que tous les enfants 10 sont pareils? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On fait face à un ensemble hétérogène de syndromes et plusieurs niveaux de dysfonctionnement peuvent être observés chez les enfants qui présentent chacun de ces syndromes évoqués précédemment. Donc, on peut avoir des enfants au niveau des troubles de type dysphasique qui vont plutôt avoir des problèmes d'expression au premier plan, quand d'autres auront peut-être plus des difficultés de compréhension. Certains enfants auront plus de problèmes au niveau de la syntaxe ou de la phonologie. Donc, on a des profils très variés. Chaque enfant est unique, ce qui rend aussi, bien sûr, nécessaire une expertise approfondie. Le langage écrit, même chose. On peut avoir des profils très variés avec des enfants qui peuvent avoir des difficultés plus ou moins marquées en lecture, en écriture ou en calcul, certains types de mots, certains types de phrases. Pour le calcul, c'est la même chose. Même constat pour les troubles du geste. Des enfants qui vont être maladroits peuvent l'être de différentes manières. On peut être maladroit dans la précision, mais on peut aussi l'être dans la lenteur. Donc, il y a énormément de gestes différents qui peuvent être sélectivement perturbés. Et puis, pour l'attention et les fonctions exécutives, de la même manière, on a des enfants qui peuvent avoir des problèmes d'inhibition ou de mémoire de travail ou de concentration. Et toutes ces difficultés peuvent être réellement très différentes d'un enfant à l'autre. Alors, j'aime bien quand même insister sur l'importance, quand même, la fréquence de ces troubles 10, parce qu'on entend beaucoup parler de troubles du spectre autistique depuis quelques années, en particulier en France, et on oublie parfois que les troubles 10, c'est quand même 5 à 10% au bas mot, en étant un peu raisonnable, d'enfants. Donc, ça représente quand même énormément de situations, et quand on regarde en comparaison du TSA, le trouble du spectre autistique, c'est 1%, les maladies rares, 1 pour 4000. Donc, on voit bien qu'on est sur des troubles, quand on les cumule, qui sont extrêmement importants. Ce qu'il convient aussi de dire, c'est que très souvent, on peut avoir des comorbidités. Ça veut dire qu'un enfant dysphasique peut avoir des problèmes, bien sûr, consécutifs de langage écrit, de calcul ou d'attention. Alors, peut-être préciser quand même, c'est important. En tout cas, nous, à Nantes, au centre référent à Nantes, et un certain nombre d'autres collègues en France, d'autres centres référents sont aussi un peu prudents
on n'est pas forcément toujours favorable au cumul des diagnostics. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent depuis quelque temps de multidis. Je serais assez réservé, mais peut-être on pourra en reparler sur ce type de concept, parce que très souvent, on a quand même des enfants qui ont avant tout un trouble du langage oral, ou un trouble du langage écrit, ou un trouble du geste, et qui vont bien sûr avoir des conséquences sur les autres domaines. Ça ne veut pas dire que tous les troubles sont au même niveau. Et je pense que c'est important de ne pas forcément collectionner les, entre guillemets, les troubles, parce que c'est quand même toujours une épreuve pour les enfants. Donc, dans une école standard, si on prend une école standard de trois classes de maternelle, une petite école, ça veut dire qu'on a forcément entre 5 et 10 enfants qui vont être concernés. Alors, un petit mot rapide, et puis je vais passer la parole à Sabine pour être dans les temps. Que faire en cas de suspicion de trouble 10 ? Évidemment, se renseigner, prendre contact. Donc, j'ai mis ici quelques interlocuteurs. En première ligne, Sabine va vous en reparler, vous avez bien sûr un certain nombre d'interlocuteurs, et puis parfois la possibilité, la nécessité d'aller sur des niveaux d'expertise un peu plus avancés. Ça me paraît très important de rappeler quand même qu'il faut engager au plus vite un suivi pour favoriser le repérage et le diagnostic précoce et faire du lien avec l'école. Ça a été dit tout à l'heure très bien en introduction. C'est très important ce lien avec l'école qui n'est pas encore suffisamment fait, d'autant que les enseignants sont globalement très mal formés, il faut dire les choses, et ne pas attendre surtout le diagnostic pour engager le suivi. Donc, je pense que Sabine dira aussi un petit mot sur le forfait précoce TND. Un tout petit mot. Attention aux dérives sectaires, puisque je sais qu'il y a beaucoup de familles et qu'on a parfois des personnes qui sont un petit peu abusées. Faites attention à toutes les dérives qui peuvent actuellement circuler, ici ou là, tout ce qui tourne autour du coaching, de la kinésiologie, et qui généralement abusent un petit peu de la position de faiblesse des familles. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Pour diagnostiquer un trouble 10, et je m'arrête là, très important de bien avoir à l'esprit qu'on s'inscrit généralement dans une démarche donc, clinique précise. On doit s'assurer qu'il y a bien des perturbations avec des mesures psychométriques. La psychométrie, ce n'est pas le QI, c'est mesurer les différentes fonctions, le langage, la lecture, l'écriture, etc. S'assurer que ces difficultés perturbent la vie quotidienne, c'est un critère qualitatif. S'assurer que les difficultés perdurent malgré les prises en charge qui sont mises en place, c'est un critère de durée. Et comme je le disais tout à l'heure, exclure tous les autres facteurs qui peuvent expliquer les difficultés de l'enfant. On est donc bien dans une expertise croisée, une démarche pluridisciplinaire autour d'un médecin. Et ça a été dit tout à l'heure, attention au risque de fragilité psychologique et de dégradation de la qualité de vie des enfants. Parce que ça, c'est vraiment le cercle vicieux qu'il faut éviter, d'autant que généralement, les enfants vont alors cumuler les différentes difficultés. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sabine pour respecter le temps de parole.